Madame, Monsieur, voici votre journal et les titres pour commencer. Le président de la République est à Abuja au Nigeria. Depuis ce samedi, Alassane Ouattara va participer demain au 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains seront appelés à se pencher sur des questions brûlantes, notamment la situation politique en Guinée. L'excellence académique célébrée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé ce vendredi la cérémonie de sortie de promotion des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. 429 étudiants diplômés en licence et master honorés. Ils sont issus de diverses filières avec une promotion baptisée du nom du chef du gouvernement. Et puis nous sommes en période de fête. Les lieux de réjouissance grouillent de monde. Les tenanciers de maquis et autres espaces de restauration mettent les bouchées doubles pour satisfaire la clientèle. Embellissement des cadres par endroits, musique à fond dans d'autres espaces. Mais attention, cette année, les agents de lutte contre les nuisances sonores veillent au grain. Vous allez le voir. Bienvenue à vous tous. On démarre en bref et en image. Parti d'Abidjan ce début d'après-midi, le président Alassane Ouattara est arrivé ce samedi à Abuja au Nigeria. Demain, aux côtés de ses pairs de la sous-région, il prendra part aux travaux de la 66e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Un sommet qui passera en revue la situation sociale, économique, monétaire et sécuritaire de la zone ouest-africaine. Avant ce rendez-vous des chefs d'État, les ministres des États membres se sont réunis pour analyser les grands dossiers du moment. Il s'agit des politiques visant à booster l'intégration sous-régionale, comme nous l'apprennent Mama Traoré et Ambroise Assema. Malgré le contexte économique mondial difficile, la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, reste déterminée à faire avancer le programme d'intégration et de développement au niveau sous-régional. Relever un tel défi a été largement examiné lors des 48 heures de débat qu'a duré la 93e session du Conseil des ministres de l'institution à Abuja au Nigeria. Pour y parvenir, les ministres des États membres ont évoqué les questions liées à la migration, aux politiques économiques et aux réformes institutionnelles, non sans oublier la recherche de solutions aux menaces de paix, de sécurité et à la stabilité des États. Réputée pour être l'une des zones économiques les plus dynamiques du continent, la CEDEAO connaît cependant un faible taux de commerce intra-régional, oscillant entre 12 et 13%. Les ministres ont alors planché sur la nécessité de lever les barrières non tarifaires et de promouvoir un code des investissements plus attrayant. Nous avons pu prendre des décisions qui impacteront positivement des millions de vies dans notre région. L'engagement que vous avez accordé à l'analyse de ces différents thèmes est exemplaire. Mes remerciements vont également à l'endroit de la commission de la CEDEAO qui a fourni les informations nécessaires ainsi que le matériel et tout ce dont nous avions besoin pour le succès de cette réunion. Rien n'a filtré sur le contenu des décisions arrêtées à l'issue du conclave des ministres. Des mesures dont l'application reste soumise au préalable de l'approbation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'instance suprême de l'organisation sous-régionale se réunira d'ailleurs en sommet ce dimanche à Abuja. Et on note le retour du vice-président de la République à Abidjan. Timo Komélie Koné a quitté Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis où il a pris part à la 17e édition de la World Policy Conference. Prenant la parole lors de ce rendez-vous des décideurs, le vice-président a rappelé le contexte mondial particulièrement critique sur les plans sécuritaires, économiques et politiques avant d'appeler à une prise de conscience collective. On en vient à l'agenda du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il a présidé ce vendredi à la cérémonie de sortie de promotion des étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, organisée à la Riviera Palmeraie. Cette 5e édition a honoré 429 étudiants diplômés en licence et master. Marie-Chantal Akandan. Parmi les majors de la promotion Robert Begré-Mambé, diplômé de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, ces étudiants incarnent l'excellence et la quête d'un avenir prometteur. Major, j'honore mes parents. Le mot que j'ai à donner à mes amis, c'est de persévérer dans le travail, de bosser, de ne jamais se décourager, car seul le travail paye. 2 années de master couronnées avec une moyenne de 14 sur 20. Et je suis sorti major de ma promotion. Je projette m'engager dans une carrière d'avocat.
et puis de journalisme aussi. Lors de cette 5e édition de remise de diplômes, 429 lauréats ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie qui a mis en lumière la qualité de l'enseignement supérieur. Monsieur le Premier ministre est un modèle pour la jeunesse. Il est bon de décerner des diplômes, mais le plus dur commence maintenant. Il faut que ces filles-là, ces jeunes diplômés, puissent être prêts parce que nous voulons le meilleur pour nos étudiants. Classée 3e université de Côte d'Ivoire, l'UMESI continue d'affirmer son rôle central dans la formation des élites. Parrain de la promotion, le chef du gouvernement a souligné l'importance d'une formation de qualité pour bâtir les leaders de demain. La victoire se prépare longtemps dans l'enfance pour éclater quand on a la majorité. Il faut être toujours éveillé. Il faut être persévérant. Ayons, vous et moi, l'esprit de sacrifice et de travailler très fort pour que demain, vous soyez parmi les meilleurs. Le diplôme est un couronnement. Mais malheureusement, chers filleul, le diplôme qui est un couronnement constitue aussi un recommencement. Parce que demain, quand vous serez dans une entreprise ou dans une administration, la meilleure façon d'exprimer votre capacité à maîtriser votre diplôme, c'est le travail de qualité que vous allez produire vis-à-vis de vos chefs. Acceptez simplement de repartir sur de nouvelles bases pour vous dire maintenant commence une autre école, l'école de la vie. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement national en faveur de l'éducation comme levier stratégique de développement. Le développement commence à l'école et se poursuit dans l'administration. L'administration qui a besoin de personnel de qualité, à l'image de l'Ivoirien Nouveau, un concept développé lors d'une conférence par la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Krascando. Un service public humanisé pour une Côte d'Ivoire prospère à travers le concept de l'Ivoirien Nouveau dans l'administration. Ce thème était au cœur d'une rencontre initiée par la LINESI, Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Une initiative citoyenne qui promeut une Côte d'Ivoire de valeur. L'abidjanaise et la devise nationale nous parlent de la nécessité, de l'importance, de l'urgence de nous réconcilier avec nos valeurs fondatrices, cardinales et programmatiques. Cette LUCAN a permis à différents cadres et personnalités de l'administration publique et privée d'évoquer ce qui se fait à leur niveau comme action menée selon le concept de l'Ivoirien Nouveau. Parmi eux, la directrice de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. C'est une structure de formation où 80% des activités vont se dérouler dans un service sanitaire. Notre vision, c'est de faire de l'INFAS un pôle d'excellence sous-régional en matière de formation des agents de santé. Mais la mission principale, c'est de former des agents de santé de qualité. Pour qu'il y ait un enseignement de qualité, il faut obligatoirement avoir des enseignants de qualité. Donc, la première des choses, c'était de renforcer les compétences pédagogiques des enseignants. Pour la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, le service public repose sur 4 principes fondamentaux. Le principe de continuité qui garantit l'offre ininterrompue de services à la population. Le principe de mutabilité qui impose une adaptation constante aux besoins changeants des populations. Le principe d'égalité qui consacre un accès équitable à tous les usagers sans distinction. Et enfin, le principe de neutralité qui assure une gestion impartiale et objective des services. Une rencontre marquée par la distinction des différentes personnalités présentes pour leur engagement au service d'une administration de qualité. Dans le domaine du foncier urbain, voyons cette rencontre des chefs coutumiers du district d'Abidjan et le ministre de la Construction. Les échanges ont porté sur les requêtes des propriétaires terriens de voir proroger la validité de l'attestation villageoise au-delà du 31 décembre 2024. L'enseigné Bakayoko. Maintenir les mesures transitoires pour l'attestation de droits d'usage coutumier ADU en vigueur depuis le 1er juillet 2024 et surtout repousser le délai de validité des attestations villageoises au-delà du 31 décembre prochain.
Ce sont les principales requêtes formulées par les chefs du district d'Abidjan à l'endroit du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous pensons que le délai accordé aux populations, aux acquéreurs pour établir leur ADU, le délai accordé pour la validité des attestations villageoises est trop court. Bruno Nabanye-Koné s'est montré très réservé sur l'opportunité d'une prorogation du délai de vie de l'attestation villageoise. Si nous laissons encore un an, mais c'est un an d'incertitude, c'est un an de problèmes à nouveau qui vont continuer. Je ne pense pas que ça baisse. Toutes les personnes qui sont à l'affût aujourd'hui, qui profitent des faiblesses du système, j'allais dire, si vous leur donnez un an, vous risquez d'aggraver la situation. Pour le gouvernement, il s'agit davantage de répondre à la forte attente des populations en matière de sécurité foncière. L'intérêt général. Si demain, le 2 janvier 2025, nous savons dire à un Ivoirien sur un lotissement nouveau, désormais, voilà votre ADU, vous êtes totalement sécurisé à 100%, etc., on aura fait œuvre utile. Pour atténuer l'impact financier de l'avènement de l'attestation de droit d'usage coutumier, des options ont été envisagées en faveur des chefferies, notamment le reversement d'une quote-part ponctionnée sur les frais de notaire et la mise en place d'une clé de répartition en pourcentage au coût du morcellement des parcelles. En Djouakwa, le préfet d'Abidjan a assisté aux échanges. Une autre rencontre avec un avenir prometteur pour la filière mangue en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur privé ont répondu à l'appel du programme d'appui au développement des filières agricoles pour un atelier stratégique. Le sujet, l'implantation d'une unité industrielle de transformation de la mangue dans le nord du pays. Jean-Louis Bambo. Un projet d'unité de transformation industrielle de mangue dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une initiative du programme d'appui au développement des filières agricoles, le PADFA, qui prépare cette région à devenir un pôle d'excellence pour la filière mangue. Aujourd'hui, nous avons une production nationale de plus de 150 000 tonnes et nous exportons seulement 35 000 tonnes. Nous avons plus de 100 000 tonnes qui sont vendues localement et dont 40% sont perdus parce que nous n'avons pas les installations industrielles pour transformer ces mangues. La note d'orientation stratégique a été dévoilée pour convaincre le secteur privé. Avec une capacité de transformation de plus de 10 000 tonnes de mangue fraîche par an, ce projet constitue une opportunité unique pour les investisseurs. La CCI est convaincue de la viabilité de ce projet et s'est résolument engagée et même est prête à en assurer le leader au niveau du secteur privé dans sa mise en œuvre. Le représentant du ministre de l'Agriculture a quant à lui réaffirmé la place prépondérante de la mangue dans le tissu agroéconomique ivoirien. La filière mangue emploie des milliers de jeunes et de femmes et procure des revenus annuels de près de 7 milliards de francs CFA pour l'exploitant privé et quelques 5 000 petits producteurs du nord ivoirien qui fournissent 90% de la production annuelle. Le manguier se positionne ainsi, après l'anacardier et le cotonnier, comme la troisième culture de rente dans le nord ivoirien. Le coût du projet de l'unité industrielle de mangue dans le nord de la Côte d'Ivoire est estimé à 14 milliards de francs CFA. Cette initiative, qui réclame l'implication de tous, ne manquera donc pas de dynamiser les régions concernées tout en renforçant le leadership agricole de la Côte d'Ivoire sur le continent. Et la Côte d'Ivoire s'est engagée pour la mise en œuvre du programme de production alimentaire d'urgence, initiative qui entre dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence. C'est un programme porté par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, qui dresse le bilan à mi-parcours à Bouaké. Kader Sogodogo. Le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, Dr Sidiki Sissé, avec lui, des membres du niveau central, les directeurs régionaux et chefs de zone sont en conclave à Bouaké. Après une année d'exécution du programme de production alimentaire d'urgence, le temps est venu de dresser un bilan à mi-parcours. Riz, maïs et manioc sont les trois productions concernées par le programme et l'horizon semble être prometteur. Aujourd'hui, on produit environ 1 300 000 tonnes de riz. Notre consommation est au-delà de cela, c'est pratiquement le double. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire, sur les 5 années, à produire
tout le riz qu'elle consomme. Le manioc qui est encore sur le terrain parce que ça prend 11 mois quand même pour être produit. Et là encore, la réalisation physique sur le terrain a été faite. Maintenant, nous sommes en train d'analyser les données qui doivent être capitalisées pour pouvoir prouver aux partenaires que le travail a été réellement exécuté. Aujourd'hui, au niveau des objectifs qui nous étaient assignés dans le cadre de ce programme-là, nous sommes vraiment à un niveau de réalisation qui est au-delà de ces 50%. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence initiée par la Banque africaine de développement, BAD. Sa durée, 2 ans. Je le disais en titre, nous sommes en période de fête. Les lieux de réjouissance grouillent de monde. Les tenanciers de maquis et autres espaces de restauration mettent les bouchées doubles pour satisfaire à la clientèle. Embellissement des cadres par endroits, musique à fond dans d'autres espaces. Mais attention, cette année, les agents de lutte contre les nuisances sonores veillent au grain. Naomi Mokla, Jean-Marc Adjadji nous en parle. Chaque week-end, l'atmosphère est le plus souvent festive dans le district autonome d'Abidjan. Les communes de Yopougon et de Cocody ne sommeillent point. Elles s'éveillent au son de la musique générée par les maquis, ces espaces de consommation de boissons très prisés par les Abidjanais. Il est 23h. Nous sommes à Yopougon-Anador. Dans ce maquis, les clients rivalisent d'ardeur au son de musique du terroir assez rythmé. Freddy en est le tenancier depuis 10 ans. L'ambiance et la bonne humeur demeurent son credo. La clientèle de l'espace se sent chez elle. Tous les week-ends, je refuse le monde. Mais curiosité oblige, une chose attire notre attention. Cet espace jouxte des habitations dans le quartier. Pour Freddy, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne se plaint pas du tout. Et même il demande que j'agrandisse son espace. Affirmation battue en brèche par des riverains. On n'arrive même plus à dormir dans les chambres. Ce qui est difficile, c'est que le lendemain au travail, c'est compliqué. Parce qu'on est tout le temps fatigué, on a tout le temps sommeil, on a tout le temps mal à la tête. La maquille à côté de la maison, ça gêne. Mais on fait comment? La personne même qui vend là, c'est ton parent. Cap est mis sur le quartier de Riviera à Nono, dans la commune de Cocody. Ici, ces espaces, comme celui-ci, sont régulièrement fréquentés. Ils fonctionnent dans une ambiance à fort décibel. Impossible, selon les riverains, d'avoir une nuitée paisible. C'est vraiment difficile à cause de la musique. Donc ce qu'on suggère, c'est qu'on joue la musique en fond sonore, mais on arrête carrément la musique en semaine. C'est vraiment infernal. Surtout les week-ends, les vendredis, et aussi pendant les jours fériés. Les maquis animent, font assez du bruit, et jusqu'à des heures tardives. Le décor est le même au plateau de Cuy, secteur Azur. Les riverains n'en peuvent plus de ces bruits. Le volume, on n'arrive pas à dormir. Ça commence du dimanche au dimanche. Vous voyez même que la porte est fermée, tout et tout, parce que le bruit nous fatigue beaucoup. La lutte contre les nuisances sonores, la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité en fait son affaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, la brigade mène une guerre farouche contre ces actes d'incivisme. Ici, là, ce n'est pas fait pour faire une telle activité. Si vous y êtes, il ne faut pas vous faire entendre. Nous avons saisi dans le premier maquis une table de mixage et un amplificateur de son. Et dans le second maquis, nous avons saisi une table de mixage, un amplificateur et un baffle. Ils peuvent récupérer leur appareil moyennant paiement d'une amende, tourne autour de 50 000. L'opération est dirigée par Joseph-Olivier Lognon, chef du service de lutte contre les nuisances sonores. Pour des enfants qui doivent aller à l'école peut-être demain, ils ne pourront pas étudier, c'est sûr. Voilà. Et ça se fait pratiquement tous les jours de la semaine. Alors que les nuisances sonores produisent des effets vraiment très nocifs sur la vie, l'insomnie d'abord, et puis la surdité à la longue. Cette année, sur un total de 644 réclamations clients enregistrées pour nuisances sonores, 54% relèvent des débits de boissons. Les communes de Cocody et de Yopougon caracolent en tête du peloton des nuisances sonores à Abidjan, selon la brigade de l'assainissement, de l'hydraulique et de la salubrité. Au vu de ces données, le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité invite les citoyens à faire preuve de responsabilité et de civisme durant les fêtes de fin d'année.
Autre volet de l'actualité, le Forum des confessions religieuses a 30 ans d'existence. C'est autour d'une table ronde que les acteurs ont porté la réflexion. Le thème retenu, Forum des confessions religieuses, hier, aujourd'hui et demain. À la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, retrouvons Générosa Kouadio et Khalil Diomandé. Le Forum national des confessions religieuses souffle sa 30e bougie en jetant un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. Cette table ronde est aussi l'occasion de mener les réflexions sur les perspectives pour le développement du dialogue interreligieux. Les objectifs du forum étaient donc de renforcer la coexistence pacifique entre toutes les religions exerçant sur le territoire national, organiser des visites régulières dans les églises, temples et mosquées afin de favoriser le dialogue interreligieux. L'espérance de la Côte d'Ivoire permet aux hommes de Dieu de pouvoir être ensemble, quelle que soit leur confession religieuse, pour œuvrer pour la paix. À ce jubilé de perles, ces guides religieux réaffirment leur volonté d'œuvrer au maintien de la cohésion sociale. Dans nos églises, dans nos temples, dans nos mosquées, nous allons prêcher l'amour de notre mère commune, qui est la Côte d'Ivoire, qu'on soit de tel ou tel parti politique, de telle ou telle religion. Aucun d'entre nous n'a le droit de faire souffrir notre mère commune, qui est la terre de Côte d'Ivoire. Nous avons un devoir, nous avons une mission sur cette terre. Les hommes doivent commencer à comprendre que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Une rencontre marquée par des témoignages, des échanges constructifs et un engagement renouvelé pour un avenir fondé sur le dialogue interreligieux. Le Forum des confessions religieuses continue ainsi de jouer un rôle clé dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je vous propose de faire maintenant une halte à Korogo. Voyons ensemble le mariage collectif des sous-officiers militaires de la 4e région militaire de Korogo. Charles Tatou. Deux raisons militent en faveur de cette cérémonie de mariage collectif des militaires. D'abord, légaliser leur vie de couple. Ensuite et surtout, faciliter en cas de besoin les démarches liées à l'obtention de leurs droits et ceux de leurs conjointes et descendants. Après donc les cérémonies des deux régions militaires, notamment Daloa la 2e et Bouaké la 3e, c'est au tour de la 4e région militaire de Korogo, qui boucle la série de mariages collectifs au titre de l'année 2024 avec 35 sous-officiers militaires aspirant à la régularisation de leur union. La fameuse question d'abord aux conjoints, puis aux conjointes. Vous voulez jurer fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui! Des oui auditifs, suivis de baisers et de mises mutuelles des alliances au doigt. La particularité de Korogo, un couple à la cérémonie avec un nouveau-né, arrivé au monde à 4 heures du matin. Quand on m'a dit que non, ma femme m'a accouché, vraiment, ça m'a fait plaisir. Je me dis à le général que je lui tire le chapeau. En plus, Dieu me donne un cadeau aussi. Je ne sais pas comment même annoncer même la joie. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, exhorte les épouses des militaires à s'organiser. Il y a des moyens que nous allons rechercher un peu partout pour donner une certaine indépendance aux épouses des militaires. L'objectif, c'est de faire en sorte que quand vous êtes à Kafourou, que votre femme ne vous appelle pas le matin pour dire il manque huile à la maison. Donc nos actions, nous les posons à travers l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Je vous invite donc, les nouvelles épouses, à adhérer à cette association. Un repas de partage et de solidarité offert par le général aux nouveaux mariés a clôturé la cérémonie. En politique, réunis au siège de l'association des cadres et élus ressortissants du Centre pour le développement à Angré, les cadres et élus du Grand Centre ont officiellement déclaré leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat en 2025. Marie-Chantal Akandan, Barnabé Conan. La présidentielle de 2025 s'annonce déterminante pour le RHDP, avec l'association des cadres et élus ressortissants du centre, ACCD-RHDP, au cœur de la stratégie du parti. Le président de l'association a lancé un appel fort à l'action.
Plus qu'un simple bilan, il a insisté sur la nécessité de renforcer les bases militantes et de mobiliser davantage. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. 2025 arrive. Nous, la seule personne que nous on connaît, c'est le président Alassane Ouattara. Nous, on veut que notre candidat gagne à une très large majorité. Et nous sommes convaincus que ce sera le cas dans le Vébaoulé et dans la zone forestière. Les cadres du Grand Centre ont réaffirmé leur soutien à Alassane Ouattara, soulignant l'importance d'une union solide et cohérente autour de leur leader. La région du Grand Centre, le Vébaoulé, a besoin de paix, a besoin d'unité, a besoin de cohésion. Que les fauteurs en eau troubles se tiennent à l'écart de cette dynamique. Il faut faire en sorte que nous puissions être forts au sein de cette famille du RHDP et que nous apportions un soutien fort et massif. Cet événement témoigne de la volonté de l'ACCD-RHDP de démontrer la force et la cohésion du parti. On n'a aucune raison en fait de douter de l'union, de l'unité, de la solidarité des cadres du Grand Centre. Faire le bilan d'ensemble de tout ce qui a pu se passer sur le terrain au cours de ces derniers mois et se projeter pour 2025. Le moment est donc venu, à travers ce bilan, de prendre de grandes décisions. Le président Alassane Ouattara compte sur nous et nous devons donc nous mobiliser pour qu'il soit réélu. L'association des cadres et élus ressortissants du centre s'est également fixée comme objectif de reconquérir les électeurs hésitants et de poser les bases d'une campagne capable de relever les défis à venir. On va poursuivre avec la musique. Un mot de culture maintenant, avec le Grand Choral 2024, événement majeur du festival Nuit de Champagne à Troyes en France, qui s'est tenu du 20 au 26 octobre dernier. Cette scène internationale et prestigieuse a vu la performance de la star ivoirienne de reggae, Tiken Jah Fakoly, avec près de 900 choristes, une première pour un artiste ivoirien. Jean-Marc Adjadji. Ils ont partagé le monde. L'icône du reggae africain Tiken Jah Fakoly, le quadruple disque d'or, ne cesse d'écumer les scènes mondiales depuis 1998. Les 25 et 26 octobre 2024, plus rien n'étonne les spectateurs du Festival des Nuits de Champagne à Troyes, en France. Pour la première fois, la star est sur cette scène prestigieuse, positionné au 3e du rang de la playlist de ce bal tropical après Bernard Lavilliers et le gros bonbon vaudou. Invité spécial, Tiken Jah Fakoly performe avec 850 choristes du Grand Choral dirigé par Geoffroy Boutors. Avec sensation de balancement et cadence relaxée, l'artiste engagé divulgue ses messages. Chaque année, depuis 1993, le Grand Choral fait figure de point d'orgue des Nuits de Champagne. Le principe, les choristes amateurs et professionnels venus de tous les horizons de la France et de la francophonie se mettent au diapason des artistes invités. Le Grand Choral enregistre à son actif des interprétations de légendes. Serge Gainsbourg, Pascal Obispo, Jacques Brel et Francis Cabrel. En 2024, Tiken Jah Fakoly rentre dans l'histoire du Grand Choral par la porte de son grand oral. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en Guinée, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, a déclaré que la transition ne s'arrêtera pas au 31 décembre 2024, comme la junte du CNRD s'y était initialement engagée. Une déclaration qui fait bondir les partis d'opposition.
Et puis le Parlement sud-coréen a adopté ce samedi une motion de destitution contre le président Yoon Suk-yeol pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale le 3 décembre dernier. Le président est désormais suspendu dans l'attente de la confirmation ou l'infirmation de sa destitution par la Cour constitutionnelle sous 6 mois. Si la destitution est validée, une élection présidentielle aura lieu sous 60 jours. Le Premier ministre Han Duk-seo assure donc l'intérim. Très belle nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.